Une nuit suffit, deux chiffres se percutent, le calme cède. L'intensification grimpe alors que les prévisions restaient à basses et l'écart révèle une vulnérabilité mesurable au cœur du Burkina Faso. Que change cet écart pour chacun quand Ibrahim Traoré refuse l'angle mort? Dans ce glissement silencieux, des postes avancés consignent heure, durée, direction, comme si le motif exigeait d'être reconstruit. Un signal isolé devient séquence, la séquence devient structure, et la structure impose une alerte. Ce qui semblait sous contrôle bascule en question stratégique. Jusqu'où une suite d'anomalies ténues peut-elle déplacer la zone de vulnérabilité nationale? La promesse de cette analyse est simple: reconstituer comment des micro-variations, d'abord jugées insignifiantes, deviennent un schéma cohérent capable d'influencer la souveraineté opérationnelle du Burkina Faso. Le bénéfice pour chacun tient en 12 mots: comprendre les signaux faibles avant qu'ils ne deviennent irréversibles. Mais l'enjeu dépasse la technique. Si un pays interprète trop tard des indices dispersés, il perd du temps et le temps devient un adversaire. Si au contraire, il apprend à comparer, aligner, superposer, alors une contrainte matérielle peut être compensée par une méthode. C'est ici que la tension naît. Où se situe la limite entre prudence administrative et aveuglement stratégique? Et un micro-hook demeure. Si les signaux avaient de persister sans être interprétés, jusqu'où la vulnérabilité aurait-elle glissé, poste après poste, jusqu'aux couloirs centraux du pouvoir? D'abord, une mini-révélation s'impose. En moins de 48 heures, trois rapports distincts, issus de zones éloignées, signalent des anomalies identiques enregistrées à quelques heures d'intervalle. Ce recoupement transforme une alerte locale en indice mesurable d'activité aérienne ciblée. À partir de là, le contexte se resserre. Les avant-postes consignent heure, durée, direction, non par routine, mais parce que la répétition crée une structure, et que la structure impose une lecture stratégique. Ce qui n'était qu'un bruit technique devient une cadence. Les tableaux s'actualisent, les journaux se densifient, une chaîne causale se dessine, signaux faibles vers convergence vers densité critique. C'est précisément dans cette bascule qu'Ibrahim Traoré intervient. Il demande que les données soient croisées, alignées, comparées, même si cela contredit l'inertie prudente de plusieurs échelons intermédiaires. En observant que les plages horaires se répètent selon un rythme incompatible avec des phénomènes civils, il fait du temps un indice central, non un décor. Le contexte change. L'analyse n'explique plus après coup, elle anticipe. Pourtant, à la capitale, la retenue domine encore. Les autorités intermédiaires jugent les indices trop fragmentaires pour justifier une alerte nationale. Cette hésitation, paradoxalement, renforce le rôle des unités locales. Leurs relevés détaillés révèlent une mécanique que personne n'avait anticipée: une intrusion progressive, méthodique, guidée par une logique d'observation plutôt que par le hasard. À mesure que les données s'empilent, le public comprend pourquoi la question initiale, comment deux chiffres anodins peuvent annoncer un basculement, trouve ici son premier élément de réponse. La cohérence n'apparaît pas d'un coup. Elle émerge lorsque des fragments dispersés sont replacés dans une dynamique commune. Et cette dynamique redessine, poste après poste, la carte réelle du risque national. Pour comprendre comment ces anomalies commencent à peser concrètement, il faut suivre ceux qui les voient avant tout le monde. Les équipes placées au plus près du terrain deviennent le personnage guide de cette séquence. Leur rôle n'est pas spectaculaire, il est décisif. Elles transforment des variations ténues en indices exploitables bien avant toute centralisation. Premier microcas, et il parle de lui-même. Dans une zone réputée calme, une équipe locale observe une variation brève mais répétée du signal à plusieurs jours d'intervalle. Pris isolément, le phénomène reste anodin.
mais consigné avec précision, heure, durée, intensité, il devient le premier jalon d'une régularité incompatible avec un simple bruit technique. Ce détail, noté puis comparé, ouvre une alerte silencieuse. Second micro-cas, tout aussi révélateur. Aux abords d'une installation sensible, une patrouille relève une intensité légèrement croissante sur 3 nuits successives. La progression paraît faible, presque imperceptible. Pourtant, sa répétition impose une question opérationnelle. Et si cette montée suivait une intention plutôt qu'un aléa? La réponse n'est pas immédiate, elle s'inscrit dans l'accumulation. Ces observations précoces produisent des impacts rapides. Les journaux de poste changent de ton. Les transmissions gagnent en précision. Les échanges entre unités deviennent plus fréquents, plus structurés. Sans décision centrale encore visible, un réflexe collectif s'installe. Comparer avant d'écarter. Dans cette phase, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un annonceur, mais comme un amplificateur méthodologique. En accordant du poids à ces relevés, il valide une intuition partagée par le terrain. La vigilance locale devant souvent la réaction centrale. Le so what devient clair en une phrase courte. Ignorer tôt coûte plus cher que vérifier. Avant, les apparitions nocturnes étaient nées consignées presque machinalement. Après, chaque variation devient un signal à part entière. Le basculement se produit lorsque la répétition cesse d'être tolérable et que l'addition des détails impose une lecture d'ensemble. D'abord, tout s'active. Tout commence par une série d'observations que rien ne relie encore officiellement. Les équipes avancées signalent des trajectoires discrètes, des intensités faibles, des durées courtes. Pris séparément, rien ne déclenche l'alerte. Mais la fréquence augmente légèrement, une cadence s'installe. Les trajectoires ne sont ni identiques ni suffisamment différentes pour être attribuées au hasard. Les opérateurs consignent tout: heure, direction, altitudes estimées. Dans ce climat d'attention accrue, Ibrahim Traoré examine une première superposition des données. Il remarque un détail jugé insignifiant par d'autres: l'intervalle temporel diminue très légèrement d'une nuit à l'autre. Ce glissement évoque une montée en cadence, donc une intention. Puis la tension monte et le récit bascule en crescendo. La séquence change alors d'échelle, les signaux convergent autour de zones sensibles. Les altitudes baissent, les vitesses varient, les comportements évoquent une reconnaissance ciblée. Les unités au sol rapportent des mouvements rapides, difficiles à distinguer à l'œil nu, mais suffisamment marqués pour figurer dans les journaux opérationnels. Les communications se resserrent, les postes échangent en continu, un dispositif improvisé se forme. Chaque modification doit être transmise immédiatement. C'est dans cette tension que Ibrahim Traoré décide d'aligner les réseaux de surveillance en une seule chaîne cohérente. La consigne est nette: abandonner l'observation passive et anticiper chaque apparition. En quelques heures, le système devient plus compact. Les angles morts se réduisent. Les segments du ciel sont verrouillés. L'apogée survient lorsque 3 signatures distinctes apparaissent simultanément dans des zones éloignées. Leurs trajectoires convergent, leur rythme s'intensifie, leur altitude fluctue selon un motif calculé. Les observations se croisent, la pression monte, les équipes disposent non désormais d'une fenêtre extrêmement réduite. L'action doit être séquencée sans hésitation. Acquisition, confirmation, neutralisation. 6 minutes suffisent. Les 3 appareils sont détruits. La progression s'interrompt net. Enfin viennent dites les répliques et elles sont immédiates. L'après-coup se lit immédiatement. Le contraste entre la ligne de base, presque vide quelques jours plus tôt, et la densité finale des signaux est irréfutable. Les relevés sporadiques deviennent un corpus continu. Les graphiques s'épaississent. Les journaux gagnent en précision. Pour Ibrahim Traoré, l'enseignement dépasse l'événement.
L'intrusion n'était pas improvisée. Elle suivait une trajectoire, un tempo, une logique d'évaluation du territoire. La séquence laisse une certitude opérationnelle. Une intrusion peut être stoppée si, et seulement si, chaque microsignal est replacé dans une dynamique globale. Commençons par la ligne de base. Quelques jours avant l'incident, l'environnement aérien apparaît faiblement perturbé. Des relevés épars, des intensités basses, une continuité quasi inexistante. Puis, le delta surgit. En moins de 48 heures, les signaux se densifient, se répètent, s'alignent, transformant un registre pauvre en un tableau exploitable. La différence entre avant et après n'est pas une impression, elle est mesurable. Un premier indicateur apparaît, 2000 mètres. L'interception du premier drone à cette altitude révèle une stratégie de reconnaissance discrète, opérée dans une couche aérienne difficile à percevoir visuellement. Cette hauteur n'est pas choisie au hasard. Elle vise à rester hors du champ humain tout en testant les capacités de détection. Le chiffre devient un révélateur. Un réseau recalibré peut localiser une menace conçue pour éviter l'attention. Ici, l'altitude prouve que la détection ne dépend pas d'un avantage matériel massif, mais d'une lecture attentive des micro-variations. Un deuxième indicateur se détache, 1500 mètres, la baisse nette d'altitude observée lors de la neutralisation du second appareil suggère une adaptation tactique. L'opérateur extérieur explore une zone différente, espérant échapper aux fréquences nouvellement actives. Le passage de 2000 à 1500 mètres exprime une exploration méthodique du relief opérationnel. Cette variation invalide l'hypothèse d'un vol négligent. Elle indique une tentative consciente de sonder les limites du réseau burkinabé. Un troisième indicateur complète le tableau, 400 km/h. Cette vitesse, enregistrée sur l'un des appareils, appartient à la fourchette des drones de surveillance avancée. Elle laisse peu de marge de réaction. Pourtant, malgré cette cadence élevée, les équipes parviennent à synchroniser leurs relevés et à réduire le délai entre détection et neutralisation. Le chiffre ne célèbre pas la rapidité. Il met en évidence une méthode, compenser la contrainte technique par la coordination. Pris ensemble, ces trois nombres ne sont pas des trophées. Ils structurent une lecture. Les altitudes variables, 2000 puis 1500 mètres, montrent une menace adaptative. La vitesse de 400 km/h démontre une pression temporelle réelle. Le delta entre la ligne de base quasi vide et la densité finale des signaux confirme une montée en cadence. Pour Ibrahim Traoré, cette quantification change le statut des relevés. Ils cessent d'être descriptifs pour devenir décisionnels. Chaque mesure est accompagnée d'une explication courte partagée entre unités. Chaque variation est comparée, non isolée. Les graphiques racontent une histoire simple. L'ennemi teste, ajuste, mesure. La défense observe, aligne, anticipe. Le chiffre n'est jamais autonome. Il est replacé dans une dynamique. La conclusion quantitative est claire sans être triomphale. La performance ne prouve pas une invulnérabilité durable. Elle prouve que, dans cette séquence précise, la méthode a compensé les limites matérielles. En transformant des micro-indices en corpus structurés, le dispositif a réduit l'incertitude plus vite que la menace n'a pu l'exploiter. Le delta n'est pas seulement entre deux états techniques, il est entre deux manières de lire le risque. Deux interprétations concurrentes s'imposent immédiatement après la neutralisation, chacune cohérente, chacune plausible à première vue. Les examiner honnêtement est indispensable avant toute conclusion. Première lecture, souvent avancée par des analystes extérieurs. Selon plusieurs analystes extérieurs,
la réussite burkinabé ne prouverait pas une montée en compétences, mais les limites propres aux appareils intrus. Les drones auraient opéré en mode restreint, sans exploiter l'ensemble de leurs capacités. Leur interception rapide serait alors un artefact des engins sous-employés, volant à des altitudes et à des vitesses qui ne reflètent pas leur potentiel maximal. Dans cette optique, un opérateur plus sophistiqué aurait facilement contourné un réseau recalibré à la hâte. La performance observée relèverait davantage d'une erreur adverse que d'un avantage défensif. Seconde lecture, plus nuancée. Plus nuancée, elle ne nie pas la performance mais en relativise la portée. Elle souligne que la coordination observée repose sur une mobilisation exceptionnelle des unités, difficile à maintenir dans la durée. Les radars ajustés auraient démontré leur efficacité dans ce cas précis, mais manqueraient encore de finesse à long terme. Selon cette lecture, l'opération masquerait une fragilité structurelle, des ressources limitées, une dépendance forte à l'engagement humain et un risque d'essoufflement si les intrusions se répétaient. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. Pourtant, un examen attentif des données recueillies en atténue la force. Les variations d'altitude observées, de niveaux plus élevés vers des niveaux plus bas, indiquent une adaptation consciente des drones au champ de détection, ce qui contredit l'idée d'un vol négligent. La vitesse enregistrée, compatible avec des plateformes avancées, invalide également l'hypothèse d'un dispositif volontairement bridé. Enfin, la synchronisation rapide des postes montre qu'un réseau contraint peut devenir cohérent lorsqu'il s'appuie sur une analyse systématique des microsignaux. La réponse n'est donc pas binaire. L'opération ne démontre ni une invincibilité durable, ni une simple chance. Elle montre que, sous l'impulsion méthodologique d'Ibrahim Traoré, le facteur déterminant fut la méthode. Comparer, aligner, décider. Ni miracle ni hasard. Un choix opérationnel assumé. Le basculement intervient lorsqu'un détail, longtemps noyé dans la masse des relevés, modifie l'interprétation générale. Les trajectoires des trois drones, jusque-là lues comme des tentatives isolées d'observation, révèlent une synchronisation nette. Les altitudes variables ne dessinent plus une hésitation. Elles composent un test en plusieurs phases, pensé pour mesurer la profondeur réelle du dispositif de surveillance. À cet instant, la lecture change de nature. Le territoire n'était pas seulement observé, il était évalué. Chaque apparition testait un seuil. Combien de temps avant réaction? À partir de quelle densité? Selon quelle cadence? Les drones ne cherchaient pas un point précis. Ils cherchaient une réponse. C'est ici qu'Ibrahim Traoré ajuste l'angle stratégique. Il comprend que l'objectif dépasse la collecte d'images ou de données ponctuelles. L'opérateur extérieur cherche à cartographier la posture nationale, à identifier le moment exact où l'observation bascule en neutralisation. Le test vise le tempo autant que l'espace. Ce midpoint redéfinit tout ce qui précède. Les microsignaux initiaux n'étaient pas des préambules isolés. Ils formaient la première étape d'une évaluation méthodique. À partir de là, chaque relevé prend un autre poids. Ce qui était défensif devient dissuasif. Et la question n'est plus que regardait-il, mais jusqu'où comptait-il aller? À l'échelle de l'État, l'effet est immédiat. La neutralisation rapide des trois drones modifie la lecture institutionnelle du risque aérien. Une capacité de réaction, longtemps perçue comme limitée, devient tangible. Les signaux faibles transmis par le terrain cessent d'être considérés comme périphériques. Ils entrent dans la chaîne décisionnelle. Pour Ibrahim Traoré, cette évolution valide une ligne claire. La vigilance distribuée peut produire un effet central. Pour les forces de défense, l'impact est opérationnel. Les unités techniques voient de leurs ajustements confirmés.
Le recalibrage du réseau, jugé imparfait quelques jours plus tôt, démontre sa capacité à suivre des variations d'altitude et de cadence sans perdre la cohérence des trajectoires. Cette réussite change les pratiques. La comparaison systématique devient la norme. Les journaux s'uniformisent. La détection ne repose plus sur l'exception, mais sur la répétition interprétée. Du point de vue des citoyens, la perception évolue plus silencieusement. Dans des zones longtemps habituées à une insécurité diffuse, l'événement agit comme une preuve. Les observations locales ne disparaissent plus dans la chaîne administrative. Elles peuvent déclencher une réponse. Cette prise de conscience réduit la distance entre vigilance civile et action étatique. Le risque n'est pas effacé, il devient lisible. Pour les acteurs économiques et régionaux, notamment dans les zones sensibles du Sahel, la séquence produit un signal politique. L'observation aérienne discrète n'est plus garantie. Les opérations doivent composer avec un cadre plus exigeant où chaque intrusion peut être détectée et interprétée. Les pays voisins perçoivent un précédent. La souveraineté aérienne ne dépend pas uniquement de la puissance brute, mais de la capacité à lire les variations faibles. Enfin, à l'échelle internationale, l'effet est ambigu. Certains observateurs réévaluent les capacités burkinabées, surpris par la rapidité de la neutralisation. D'autres expriment un scepticisme prudent, s'interrogeant sur la durabilité d'un modèle fondé sur une mobilisation intense. Cette double lecture crée une zone d'incertitude stratégique où la dissuasion repose autant sur la perception que sur les moyens réels. À travers ces quatre groupes, une tendance se dégage. L'événement transforme un succès tactique en message stratégique. En alignant terrain, données et décisions, Ibrahim Traoré fait basculer la lecture du risque, d'une faiblesse subie vers une posture active, encore fragile, mais désormais visible. Dans les mois à venir, trois trajectoires plausibles se dessinent, sans qu'aucune ne puisse être présentée comme certaine. Chacune dépend moins des moyens matériels que de la manière dont les signaux continueront d'être interprétés. Premier scénario, le plus probable, celui de base. Le pays consolide sans rupture. La vigilance reste élevée, mais aucune course technologique coûteuse n'est engagée. Les procédures mises en place après la neutralisation sont stabilisées. Les équipes poursuivent le recalibrage progressif du réseau et affinent leur seuil d'alerte à partir des données accumulées. Les intrusions ne disparaissent pas totalement, mais deviennent plus risquées pour les opérateurs extérieurs, et conscient que les signaux faibles sont désormais pris au sérieux. Si cette trajectoire se maintient, alors la souveraineté aérienne gagne en épaisseur sans transformation spectaculaire. Deuxième scénario, plus favorable, l'optimiste. La dynamique s'étend au-delà du cadre national. Les ajustements techniques deviennent des routines. Les comparaisons de relevés sont systématisées. Les pays voisins observent la méthode et cherchent à l'adapter. Une coopération régionale émerge autour de l'échange de données et de l'analyse conjointe des trajectoires suspectes. Si cette logique s'impose, alors le Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, pourrait jouer un rôle moteur, non par la démonstration de force, mais par la diffusion d'une méthode. Troisième scénario, plus sombre, le pessimiste. Les acteurs extérieurs adaptent leurs pratiques. Les intrusions deviennent plus furtives, combinant altitude variable, signatures irrégulières et cadences non linéaires. Le réseau, même amélioré, atteint ses limites. La répétition des tests épuise les capacités humaines. Si cette pression s'installe, alors le pays se retrouve face à un choix contraint, investir lourdement ou accepter une surveillance diffuse. Ces scénarios ne désignent pas un vainqueur, ils offrent un cadre de lecture. Penser la suite consiste moins à prédire qu'à observer. Chaque signal capté aujourd'hui
conditionne la marge d'action de demain. Au-delà des cartes et des graphiques, la séquence produit des effets concrets sur des groupes bien distincts, souvent éloignés des centres de décision. C'est ici que l'analyse rejoint l'expérience vécue. Pour les citoyens ordinaires, longtemps confrontés à une insécurité perçue comme diffuse et lointaine, la réactivité observée modifie le rapport au risque. Les signaux transmis depuis le terrain ne semblent plus se perdre dans des circuits opaques. Ils peuvent déclencher une action visible. Cette évolution, même progressive, renforce l'idée que l'observation quotidienne a une valeur. Chacun comprend que remarquer, signaler, comparer n'est plus inutile. Chez les jeunes, l'impact est différent. La méthode employée montre que l'efficacité ne repose pas uniquement sur des équipements sophistiqués. Elle dépend d'une discipline d'analyse, d'une capacité à interpréter des micro-variations. Beaucoup y voient un modèle accessible où l'engagement national passe par la précision plutôt que par la démonstration. Cette lecture transforme une opération militaire en référence méthodologique. Pour les acteurs locaux travaillant autour des zones sensibles, l'événement redéfinit la vigilance. Les altitudes et les cadences observées deviennent pour ces des repères tacites. Un détail jugé secondaire peut s'inscrire dans une chaîne décisive. Cette compréhension réduit la peur brute et la remplace par une attention structurée. Le risque ne disparaît pas. C'est mieux compris. Pour le spectateur, une question se pose alors. Que faire de cette information? Sans prétendre agir à l'échelle stratégique, deux gestes simples émergent. Observer avec rigueur ce qui semblait insignifiant et accepter que la compréhension collective se construit par l'addition de regards attentifs. Dans cette lecture élargie, la méthode soutenue par Ibrahim Traoré dépasse le cadre militaire. Elle propose une manière de rester acteur face à des transformations silencieuses. Transformer une réussite ponctuelle en capacité durable exige une structure claire, mesurable et surtout reproductible. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas d'accumuler des moyens, mais d'organiser le rythme auquel les signaux sont collectés, filtrés et transformés en décisions. D'abord, première étape, unifier la collecte. Les unités locales transmettent leurs relevés dans une plateforme commune actualisée quotidiennement. L'objectif n'est pas la centralisation lourde, mais la comparabilité. La réussite se mesure par la capacité à repérer rapidement des variations similaires à celles observées lors des intrusions précédentes. Ensuite, deuxième étape, renforcer la formation. Des modules courts expliquent comment interpréter des micro-anomalies sans surcharger les équipes. Ils s'intègrent au calendrier existant. L'indicateur clé devient le temps nécessaire pour confirmer ou infirmer un signal suspect, sans ralentir l'ensemble du dispositif. Puis, troisième étape, institutionnaliser le recalibrage. Les ajustements réalisés pendant l'opération deviennent une routine bimensuelle. Les fréquences sont adaptées selon les relevés cumulés. Le succès se lie dans la réduction du délai entre détection, verrouillage et transmission. Après cela, quatrième étape, formaliser les protocoles de réaction. Chaque équipe dispose d'une chaîne d'action documentée, de la première alerte à la neutralisation. La fluidité des communications sert de mesure principale plus que la vitesse brute. Enfin, cinquième étape, intégrer les civils comme capteurs périphériques. Un système simplifié permet de transmettre des observations sans saturer les unités. L'efficacité dépend du nombre d'alertes pertinentes, non de leur volume. En combinant ces 5 axes, la défense burkinabé construit une posture évolutive fondée sur la méthode plutôt que sur l'exception. Revenir aux premiers micro-cas observés par les équipes locales éclaire tout le chemin parcouru. Ces variations ténues, notées presque par réflexe, jugées trop faibles pour alerter, constituent désormais le fil rouge de l'ensemble de la séquence.
Ce sont elles qui ont permis de comprendre la logique méthodique des intrusions et d'en anticiper le rythme. Le motif se referme là où il a commencé, sur le terrain. Les opérateurs qui consignaient que des heures et des durées sans certitude voyaient leur vigilance validée. Les civils qui signalaient une anomalie perçue comme secondaire comprennent que leur regard n'était pas superflu. La cohérence s'est construite par accumulation, non par révélation soudaine. Ibrahim Traoré n'a pas cherché la démonstration spectaculaire. Il a privilégié l'alignement patient, la comparaison constante, l'attention soutenue aux détails. Cette approche transforme des fragments épars en colonnes vertébrales stratégiques. Elle rappelle que la souveraineté ne naît pas toujours d'un geste éclatant, mais d'une suite d'actes tenus et assumés. Une phrase s'impose alors, simple et directe. La cohérence finit toujours par tracer sa propre ligne. Elle relie le premier signal isolé à la décision finale et laisse une impression durable. Ce qui est observé avec rigueur finit par compter. La portée de cette séquence dépasse largement l'épisode technique qui l'a déclenché. Elle montre qu'un pays peut renforcer sa position sans multiplier les démonstrations visibles, simplement en apprenant à lire ce qui l'entoure avec plus de précision. Elle rappelle aussi que la vigilance collective n'est pas un slogan, mais une pratique qui se construit dans le temps par l'échange et la comparaison des regards. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré ne propose pas un modèle figé, mais une invitation implicite. Observer avant de juger, relier avant de conclure, discuter avant de trancher. Ces gestes modestes prolongent le mouvement amorcé sur le terrain et l'inscrivent dans un espace plus large, celui du débat public et de la compréhension partagée. Partager ce type d'analyse ne signifie pas adopter une position unique. Cela signifie accepter de confronter des interprétations, de questionner les évidences et de rester attentif aux signaux faibles qui dessinent les évolutions futures. La discussion ouverte, loin de diluer le sens, permet souvent de saisir ce que les lectures rapides laissent donc de côté. Alors, face à ces transformations silencieuses, une question demeure. Quelle place souhaitez-vous donner à votre propre regard dans la lecture du monde qui vient?